Bonjour, mon nom est Guy Le Seur, je suis installé au Paradou, à 3 km des Baux-de-Provence. Je suis psychanalyste et je réalise aussi des collages surréalistes et oniriques. Et c'est dans ce cadre que cette conférence est donnée. Avec mon ami Michel Mirabel, nous avons réalisé un livre qui s'appelle « Les chevaux de la nuit » ou « Les rêves à rebours ». Et c'est bien parce que ça va être le titre de ma conférence, qui va être en deux parties, l'une sur le rêve, proprement dit, et l'autre sur les attrape-rêves et les cauchemars. Bien, alors, en premier lieu, je voudrais remercier Monsieur le maire, Monsieur François Bernardini, maire de Istres, ville très culturelle et très dynamique. Madame Nicole Julia, qui est première adjointe et qui est déléguée à la culture. Et puis, mademoiselle ou madame Emmanuelle Duliège, directrice de la communication. Et naturellement, Sylvie Cruzel-Villette, qui est chargée des projets et culturels et qui a préparé cette exposition avec nous. Donc je les remercie vraiment du fond du cœur. Alors cette conférence, comme je le disais, va être en deux parties distinctes. D'abord, l'inconscient, le rêveur et le psychanalyste. Durera à peu près 30 minutes. Ensuite, une autre conférence qui s'appellera « L'attrape-rêve ». Vous savez, ces petits ustensiles qui permettent d'attraper les rêves la nuit, et les cauchemars. Alors, on va parler maintenant de la première conférence. En introduction de cette première conférence, je souhaiterais rappeler dans quel esprit elle est faite. Elle est enregistrée à la chapelle Saint-Sulpice, c'est un haut lieu du Moyen-Âge, et c'est vraiment plaisant d'être invité à exposer nos œuvres ici. Je n'aborderai pas le sujet sous forme de cours, parce que ça serait long et fastidieux. Ce que je vais faire, c'est essayer de répondre à des questions que tout le monde peut se poser sur le pourquoi du rêve et son interprétation. Alors, depuis que l'homme existe, eh bien, il dort. Il s'endort pour se reposer et il rêve. Alors, il y a 3 points à retenir en introduction. C'est que le rêve est le gardien du sommeil. Ce n'est pas de moi, c'est de Sigmund Freud, et il protège la nuit du dormeur. Donc le rêve fait partie de la vie, dans cette petite mort que représente le sommeil, où le corps se repose, et on va voir que l'esprit ne se repose jamais, même la nuit. Et ça, c'est aussi ce qui amène le rêve. Donc, 1/3 de notre vie est consacré au sommeil. Et dans le sommeil, le cerveau n'est pas au repos. Il a une vie intense alors que l'on dort. Deuxième point, tout le monde rêve, y compris les animaux. Alors, ils ne sont pas capables de raconter leurs rêves, et c'est dommage, mais avoir le souvenir de son rêve n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé, qui savent qu'ils ont rêvé, et qui ne se souviennent pas de leurs rêves. Ou alors, ils ne veulent pas s'en souvenir, parce qu'il y a un blocage. Troisième point, le rêve, c'est quoi ? C'est une soupape à une cocotte-minute qui est dans la journée toujours en activité. Et bien dans la nuit, c'est pareil, encore une cocotte-minute, et moi je dirais plus une machine à laver qui va essorer, qui va laver tout ce qui s'est passé dans la journée pour retenir un certain nombre de choses, plutôt du bon, mais aussi qui va passer à la moulinette un certain nombre de choses qui se sont passées dans la journée, voire dans l'enfance, puisqu'il y a beaucoup de réminiscences. Donc ça, au gré de nos pulsions, de nos désirs, de nos envies, mais aussi nos frayeurs et nos traumatismes, grands ou petits. Car le rêve, sans être un cauchemar, est quand même un mélange de points négatifs et de points positifs. Et il faut faire le tri. Et c'est ce qu'on appelle le travail du rêve. Ce travail du rêve, comme je le disais avec la métaphore de la machine à laver, va permettre d'essorer un certain nombre de choses. Donc il existe pendant le rêve un vrai travail du cerveau. C'est beaucoup plus dans le sommeil paradoxal que ça se passe, donc plusieurs fois dans la nuit, et c'est l'inconscient. L'inconscient va faire le ménage pendant la nuit. Ainsi, rêver est essentiel, mais priver une personne de la possibilité d'abord de dormir et de rêver, eh bien c'est une torture. Alors, en ces temps d'angoisse collective, qu'on appelle à tort psychose d'ailleurs, de peur individuelle, d'inquiétude et d'incertitude, avec l'ombre maléfique du coronavirus qui
nous surveille et plane au-dessus de nos têtes, on va voir ensemble comment rêver est bénéfique pour notre vie quotidienne. Alors, le rêve est une fantaisie. On peut le considérer comme une fantaisie du cerveau, mais c'est un moment essentiel dans le sommeil, parce qu'il est une manifestation de notre inconscient et ça permet de faire beaucoup de choses qui se sont passées dans la journée et de les nettoyer. Les neuropsychologues et les neurologues s'intéressent maintenant beaucoup plus à l'inconscient qu'ils ne l'ont fait. Ils n'y croyaient pas et ils n'en ont pas de toute façon la même représentation que nous, les psychanalystes. Moi, j'aborde le rêve comme un psychanalyste que je suis et comme tel, il s'agit pour moi d'une chose sérieuse et pas d'une fantaisie. Car les rêves font partie du matériau inconscient que nous aidons, notre analysant, celui qui est sur le divan, à interpréter lors de la séance d'analyse. Vous connaissez sans doute la série actuelle En thérapie à la télévision qui reprend les classiques de la psychanalyse et de la thérapie analytique. Et bien sûr, le rêve en fait partie. Alors, je vais continuer cette conférence, comme je l'ai annoncé, par répondre à des questions que je vais poser à votre place. Et ça sera plus vivant, j'espère, pour vous. Première question, en quoi le rêve nous intéresse, et ce, de manière très pragmatique. Je l'ai dit tout à l'heure, le rêve est une manifestation de l'inconscient. Donc, on n'a pas conscience de son rêve, puisqu'on dort. Il est, avec les fantasmes, les lapsus, une expression majeure de l'inconscient. Le rêve, c'est aussi, le plus souvent, l'expression d'un désir qui a été refoulé dans la journée, il y a 10 ans, quelque chose qui revient constamment, et souvent c'est dans les cauchemars. En fait, le rêve permet de réguler nos émotions en faisant en quelque sorte ce balayage, cet essorage émotionnel et calmer les angoisses et les autres souffrances psychologiques. En un mot, le rêve fait le ménage et c'est utile. En tout cas, le rêve soulage nos pulsions, puisqu'il les exprime, les pulsions refoulées, et nous permet de continuer à vivre. Parce que sans ça, ça deviendrait vite infernal. Heureusement que l'on rêve. Et ça, c'est un point essentiel à retenir. Un mot sur le cauchemar. À première vue, il peut paraître bien nocif. Mais c'est aussi un rêve. Il est pénible, surtout quand il est fréquent et qu'il revient toujours le même. C'est les rêves récurrents que l'on a dans des pathologies dont je parlerai dans la seconde conférence. Deuxième question, pourquoi le rêve est-il des fois si compliqué ? On s'étonne d'avoir rêvé à des choses incompréhensibles. Bien, le rêve est une hallucination. Oui, c'est vrai, c'est une hallucination et c'est même un délire. C'est une mascarade, je veux dire qu'il y a déguisement et masquage du désir et des pulsions. Ça tombe bien puisqu'on doit porter des masques en ce moment. Eh bien, la réalité dépasse la fiction. Donc, le rêve va masquer nos pulsions et nos désirs. Le rêve est rarement explicite d'emblée, peut-être à part des petits-enfants qui rêvent de confiture ou de chocolat qu'on ne leur a pas donné à midi, et le soir, ils vont rêver qu'ils sont dans une fabrique de chocolat, à la chocolaterie ou dans un pot de confiture. Bon, ça, c'est des rêves directs, ça existe. Mais en général, les rêves d'adultes, d'adolescents et d'adultes sont beaucoup plus compliqués. Là, il y a le travail du rêve. Le travail du rêve, ça a été formulé par Sigmund Freud, qui consiste à déguiser le message que le désir refoulé peut comporter pour ne pas éveiller la censure. La censure ne dort que d'un œil. Alors, la censure, c'est le surmoi, c'est ce qui nous interdit, c'est les tabous qui, dans la journée, nous évitent d'aller en prison ou de commettre même un meurtre parce qu'on a eu des pulsions. Dans la nuit, eh bien, dans le rêve, on peut avoir des pulsions et les exprimer. Alors, troisième question, le rêve, mais ce n'est pas le rêve, c'est le rêve proprement dit. D'accord, mais ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est le souvenir du rêve qui reste. Donc, ça n'est pas le rêve proprement dit, c'est ce dont on se souvient au matin. Et il nous faut garder à l'esprit que le récit du rêve fait par le rêveur n'est que le souvenir de son rêve.
Ça peut être des bribes, ça peut être mélangé, ça peut être enrichi par le petit déjeuner, par des réflexions du petit déjeuner. Donc ça peut souvent ressembler à une histoire sans queue ni tête, avec des blancs partout. Le récit du rêve fait partie aussi du rêve, parce que quand on récite son rêve, quand on le raconte, eh bien il a déjà fait l'objet de déformations successives et inconscientes. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile, voire des fois impossible, de disséquer scientifiquement un rêve, car déjà la mémoire consciente a été au travail. Alors ça c'est vrai, et c'est pourquoi je ne renierai pas les interprétations de rêves, mais avec beaucoup de précautions, et surtout pas avec les dictionnaires de rêves qui font le bonheur de certains onironautes qui se prennent pour des lecteurs de rêves et qui interprètent sans laisser le patient, ou sur les journaux, sans laisser le patient s'exprimer. Donc ça dépend beaucoup du contexte, et c'est attaché à la personne du rêveur. Alors le rêveur, c'est une personne unique, comme l'on est tous, et son rêve lui est propre et spécifique. Donc l'interprétation, qui va la faire d'abord? Ce n'est pas une personne extérieure, c'est le rêveur ou la rêveuse. On ne peut pas interpréter un rêve à la place du rêveur. Ou alors, c'est une erreur. Et, je le répète, et on va voir pourquoi c'est important que ce soit le rêveur qui interprète lui-même son rêve, sous la guidance du psychanalyste, bien sûr. Parce que personne ne peut se mettre à la place du rêveur qui a rêvé à certaines choses. De quel droit et avec quel savoir on pourrait le faire? Alors, une autre question, c'est pourquoi le psychanalyste est-il le mieux placé, c'est ma position, bien sûr, pour aider à interpréter le rêve? D'abord parce que le psychanalyste a fait lui-même une longue analyse et a fait de l'interprétation de ses propres rêves. Ensuite, comme Freud, comme Jung et beaucoup d'autres l'ont fait, il a appris à interpréter ses propres rêves et ceux des autres. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, le rêve ne peut pas être dissocié du contexte du rêveur, de la vie du rêveur, qu'elle ait commencé très tôt et qu'elle soit émaillée d'événements, c'est le rêveur avec sa vie. Alors, interpréter sans le contexte de la personne ne me paraît pas envisageable, bien que certaines le fassent sans problème. Le point le plus important, donc, ce n'est même pas à l'analyste d'interpréter les rêves de l'analysant, mais c'est à ce dernier, l'analysant, de le faire en association libre, guidée par l'analyste. Donc, le rêveur va à nouveau remettre en jeu son souvenir du rêve, l'enrichir, en parler, et ça fera un rêve beaucoup plus grand, avec une amplification de ses désirs et de ses pulsions qui vont être enfin exprimés en face de quelqu'un. Et à la fin de la séance, l'analyste pourra se risquer à interpréter certains aspects du rêve. Donc, en un mot, le psychanalyste aide le rêveur à déchiffrer son désir, et retenons les 3 mots importants: désir, contexte et souvenir du rêve. Néanmoins, le psychanalyste, il est bon qu'il connaisse un certain nombre de symboles, parce que ça peut aider pour l'interprétation du rêve. Mais ce n'est pas un dictionnaire de symboles, et on ne va pas lire avec un dictionnaire de symboles. Alors certainement, il y a des symboles universels qui vont exister, mais dans la vie courante, l'eau, la terre, la mer, dans les deux sens, écrit dans les deux sens, ou la mer, L'AMER. Donc il y a des jeux de mots, parce que le rêve fait des jeux de mots, et c'est l'inconscient au travail. Alors, la question qui est le plus souvent posée, c'est culturel, c'est d'où viennent les rêves. Alors ça paraît évident pour nous occidentaux que les rêves ils viennent de l'intérieur de la tête, c'est le cerveau qui mouline. Eh bien dans l'Antiquité et jusqu'à Freud, c'est pas sûr. Il y a eu beaucoup de rêves qui étaient interprétés comme venant de l'extérieur, soit des ancêtres, soit des dieux ou des déesses, et pour guider la tribu ou le sénat ou dans la Bible, c'est souvent, les rêves servent de guide. Et dans les tableaux, on voit souvent un nuage ou un halo qui représente le rêve. Ainsi, les Indiens d'Amérique du Nord croyaient et croient encore que les rêves flottent dans l'air.
C'est pourquoi ils avaient conçu les fameux filets à rêve ou les Dreamcatchers dont je parlerai dans la deuxième conférence. Moi, je les ai beaucoup étudiés en tant que rituel et j'en parlerai. Alors, depuis Freud, on sait que les rêves viennent de la personne, du cerveau de la personne. Mais il existe d'autres représentations dans beaucoup de cultures où les cultures africaines, extrême-orientales, pensent que les rêves sont envoyés par d'autres, par l'au-delà de la personne. Alors, ça amène la question suivante qui est liée, c'est est-ce que les rêves peuvent servir à prévoir le futur ou à résoudre des problèmes? Alors, ce n'est pas du tout la même chose de prévoir le futur et de résoudre des problèmes. On va pouvoir dire que les rêves permettent de trouver de meilleures idées et des nouvelles idées. Ça, certainement, parce que pendant que le rêve se met en place, quand le dormeur rêve, il se met en quelque sorte le corps au repos et son inconscient travaille. Il travaille sans chercher et il peut trouver au matin une bonne idée comme l'atome de carbone de Kekulé, Albert Einstein qui a eu l'idée en rêve, c'est ce qu'on dit, de la relativité universelle, et il y a énormément de savants qui ont eu un éclair de génie parce qu'ils avaient rêvé à quelque chose qui s'est avéré être juste. Donc ça, c'est plein d'exemples et c'est explicable. Ça a à voir avec la créativité et même avec la sérendipité, qui est le fait que quand on cherche, on ne trouve pas, mais quand on ne cherche pas, on trouve. Et le rêve peut aider. Et c'est là une partie du continent à explorer qui est l'inconscient, c'est-à-dire que c'est cette terre inconnue qu'on est en train d'explorer petit à petit. Mais le rêve travaille sur un terrain préparé quand même, puisqu'il y a eu une maturation consciente ou inconsciente. Et c'est le fameux adage « la nuit porte conseil ». Alors, prévoir le futur, c'est autre chose. Ça serait trop beau d'abord. Et puis, c'est un peu un fantasme depuis l'Antiquité. Alors, il y a eu des coïncidences peut-être. Certains croient qu'en moulinant le passé, on peut imaginer le futur. Mais ça peut être très possible de recombiner des éléments du passé, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours. On avance dans la vie et dans le futur en recombinant ce qu'on a fait dans le passé et dans le présent. Donc, peut-être que le rêve peut indiquer la meilleure route parmi un choix possible. Mais quant à prévoir l'avenir à 2 ou 3 ans ou à 5 ans, ça c'est de la prospective et le rêve peut donner peut-être quelques indications sur le passé. Mais il ne faut pas rêver. Alors, revenons au psychanalyste. C'est ni un cartomancien, ni un devin qui utilise les rêves pour prédire l'avenir. Tout au plus, la personne sous la conduite du psychanalyste pourra entrevoir une clarification du problème parce que le rêveur en aura mouliné la problématique librement dans son sommeil. Alors, comment ça se passe au niveau cérébral, le rêve? Eh bien, le cerveau, il trie des informations dans la journée ou de la semaine. Il peut revenir dans le passé de l'enfance. Il a tous les droits. Il n'y a pas de temps ni d'espace dans l'inconscient. Et il va remettre la pendule des émotions à l'heure, enfin presque. Il peut libérer aussi de certaines angoisses et il va se mettre carrément en ébullition dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui se produit dans la seconde phase du sommeil. Et cette seconde phase, elle se produit 4 à 6 fois dans le sommeil, 90 minutes chacune. Alors, il peut y avoir aussi des rêves dans le premier sommeil. On peut dire que le cerveau reprend ce qui s'est passé, de bon et de mauvais, comme une agression, un trauma, et il va essayer d'en atténuer la portée, en le faisant revivre, mais dans un climat plus serein. Il va aussi reprendre des éléments de la vie qui ont été refoulés, des tabous, des désirs non réalisés, il va les remettre en scène dans les rêves, que l'on s'en souvienne ou pas. Donc c'est au moment de ce sommeil dit paradoxal parce que le corps est immobile même en catalepsie et le cerveau continue de travailler. D'ailleurs, on voit les mouvements des yeux dans les épreuves qui sont faites à l'hôpital chez les gens pour étudier leur sommeil. On voit le REM, c'est-à-dire les mouvements rapides des yeux. Donc il s'agit d'un état, je l'ai dit, hallucinatoire, délirant,
et le dormeur va créer des espaces visuels, comme ici, dans sa tête, et il va activer un œil intérieur, comme une caméra, celle qui me regarde, et il va vivre l'hallucination ou le délire de son rêve. Donc, et les inhibitions vont être levées en rêve. Alors, est-ce qu'on en sait mieux, un peu plus sur les rêves maintenant? Eh bien, pas vraiment. Au plan neurophysiologique, ça reste une énigme non résolue scientifiquement. Je parle du contenu et de l'interprétation des rêves. Parce qu'on connaît bien comment ça se produit, à quel moment on peut séquencer les rêves, savoir à quel moment la personne change de rêve, mais on ne sait pas pourquoi. En tout cas, le phénomène du rêve s'est débarrassé, et heureusement, de tout ce fatras ésotérique qui fait encore le beau jour des onironautes patentés qui font de la prédiction leur fonds de commerce. Et sans aucune base sérieuse, avec des dictionnaires de rêves ou des livres qu'ils ont pris quelque part. On ne peut pas oublier que c'est Freud qui a, en 1900, avec l'interprétation du rêve, son livre qui était la base de la psychanalyse, eh bien, c'est lui qui a fait avancer l'étude des rêves, en étudiant d'abord ses rêves et en étudiant ceux des autres. Ensuite, il y a eu Jung, Lacan, et puis dernièrement, Toby Lacan, que je connais bien, et qui a fait même un petit guide d'interprétation des rêves, mais avec de l'aspect transculturel. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? Les rêves viennent de l'intérieur, d'un au-delà psychique qui est dans notre tête. C'est l'inconscient. Ils révèlent le passé, et c'est un matériau refoulé. Le rêve n'est finalement pas un assemblage si incohérent d'images symboliques, il a un sens, et il doit se déchiffrer comme un rébus, comme une énigme. Et il dépend bien sûr de la personne. Savoir que le rêve peut révéler un désir, et la pulsion refoulée, c'est important parce qu'on va essayer de retrouver derrière le souvenir du rêve ce qui a pu mener à cette image ou à cette évocation. Donc le travail du rêve va reprendre, tout en les masquant, les formations de l'inconscient et qui sont souvent contraires et exagérées, montrées comme si tout d'un coup la mer pouvait être représentée par une langouste et ainsi de suite. Ça fait très Dali, comme on peut le montrer sur un certain nombre de mes collages, où on laisse libre cours à l'imagination et on mélange tout. Et l'interprétation, elle, va se dérouler en roue libre et c'est ce qui nous amène à comment peut-on interpréter un rêve. Alors on peut le faire seul, bien que ça ne soit pas facile. On peut avoir quelques clés en lisant certaines méthodes, et notamment notre livre, mais le mieux est de le faire avec l'aide de quelqu'un qui soit psychanalyste. Le jeu consiste à remonter du contexte de la personne à partir du texte, c'est-à-dire les images et les restes diurnes, jusqu'au contenu latent du rêve, au désir refoulé et qui apparaît sous une forme cachée. Donc, on passe les images du rêve et on arrive à la pensée imaginative où on construit autour du souvenir du rêve. Tout ceci pour dire que l'interprétation du rêve va beaucoup plus loin que le souvenir du rêve proprement dit. Elle peut rendre la personne pleinement consciente, et je pèse mes mots parce que c'est de la pleine conscience, et de son désir ou recourir à l'expression d'autres fantasmes ou des blocages qui peuvent n'avoir aucun rapport avec le souvenir du rêve évoqué en début de séance. Alors, on va le faire, un exercice rapide d'interprétation d'un rêve avec une image qui est exposée ici et que je vais montrer tirée du livre. Alors, je vais prendre une image qui n'est pas trop cauchemardesque. Alors, prenons ce rêve. D'abord, l'image, c'est le tamis de la vie. En jeu de mots, ou tamis ma vie. Donc, il y a un gros tamis au milieu de cette image avec des personnages. Alors, c'est José, qui est directeur de filiale d'une grande société et qui a des problèmes avec le grand patron qui lui fait des reproches parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Ça, c'est classique dans les entreprises. Mais ça pourrait être la maman qui reproche à l'enfant un certain nombre de choses. Et il a même demandé son patron d'envisager un plan de licenciement pour améliorer sa rentabilité. Alors José ne dort plus
Il fait des rêves un peu bizarres, perturbés, proches des cauchemars. Alors, le souvenir du rêve. Donc d'abord, image et contexte, que je vous ai montré. On va revenir sur l'image. Le souvenir du rêve. José me raconte. Je tombe sur une grille gigantesque. Vous voyez, la grille, elle est là. Il tombe. Un tapis de maçon, vous savez, un tamis de maçon qui est bougé par deux mains, agité par deux mains que je ne vois pas. Mon corps meurtri tremble de partout. Au-dessous de moi, je vois la mer. On voit la mer. Et au-dessus, des spectateurs, des gens qui jouent au dé, qui semblent manipuler les autres, ou au poker. Et tout d'un coup, je traverse le tamis, donc il passe à travers le tamis, José, c'est ce qu'il dit, par une maille plus large que les autres, et en tombant, il voit des photographes qui prennent la scène de la chute, comme si c'était un saut à l'élastique, avec des téléobjectifs. Et plus loin, sur la mer, il y a une surfeuse, qui va passer et qui le recueille sur sa planche. Et elle l'emmène sur une voie de chemin de fer, vous voyez que c'est bizarre, hein, une planche sur une voie de chemin de fer, et elle l'emmène dans un bruit d'ailes d'oiseaux. Alors voilà le souvenir qu'a José. Alors, son interprétation. Le rêve me montre, dit José, qu'il existe un tamis, une méthode pour filtrer les bons et les mauvais collaborateurs dans l'entreprise, comme dans la vie. Alors nous ne sommes maîtres de rien, même pas du jeu, parce que peut-être que nous aussi, on est des petits chefs. C'est ce qu'il me dit. Je vis dans un monde de requins avec des gens qui me manipulent et jouent au dé ou au poker dans les affaires. Et tout ça est suivi par la presse qui en fait ses choux gras. On tombe, mais on peut se rattraper, car il y a des mains secourables qui vous aident à franchir le pas sur d'autres voies. Il faut donc que je m'en aille, la conclusion de mon interprétation, de mon rêve, du tamis, il faut donc que je m'en aille, mais en passant entre les mailles du filet, c'est-à-dire où l'on va me faire faire une sale besogne que je ne veux pas, et ensuite me vider dans la mer moi aussi. Donc il faut que je m'en aille. Alors, question que je lui ai posée, quels seraient vos désirs refoulés que vous exprimez en rêve à propos de la période actuelle ou à partir de souvenirs plus anciens? Alors, celui de m'en aller, franchement, c'est ce que dit José, de cette ambiance pourrie, de refaire ma vie professionnelle ailleurs. Je lui pose la question, mais encore, celui d'échapper à cette rentabilité qui nous pousse à être des esclaves. Enfin, une dernière question que je lui pose, quels sont les détails de votre rêve sur lesquels vous voudriez aller plus loin maintenant? Je ne suis pas seul dans le tamis. C'est dans mon rêve, je me rappelle, il y avait du monde. Je suis un alpiniste aussi, qui grimpe sur le côté comme sur une fontaine de glace, ce qui veut dire que je suis compétent, parce que je fais des choses difficiles. Et puis il y a la muraille de Chine, on ne la voit pas dans le rêve, mais je me souviens, qui sépare le monde dans lequel je vis et celui qui m'attire, l'Extrême-Orient. Enfin, la voie de chemin de fer et le chemin doré au bout. Vous savez, ça me fait penser au chemin, au train de la rivière Kwai, le pont de la rivière Kwai, et il faut que je m'en aille, il faut que je rompe les amarres. Voilà ce que me dit José. Alors, commentaire, on voit tout de suite que ce rêve est une expression assez directe de ce que José a vécu, de ce qu'il veut plus subir et de ce qu'il désire. Dans ce rêve, la mise en scène est un peu compliquée, mais assez simple à décoder en fait. Il y a peu de déguisement et de masquage. Il y a des incohérences, mais les métaphores sont riches et méritent d'être élaborées. Conclusion de cette première conférence, si vous voulez bien. Retenons que le rêve est un matériau essentiel à travailler, notamment en cure analytique et en psychothérapie aussi. On n'est pas obligé d'être sur un divan, mais en face du thérapeute. J'ai essayé de montrer que le rêve permet une libération du cerveau qui va travailler en roue libre et que ça va amener d'autres créativités, d'autres aspects pour guider la vie du rêveur. Sans contrainte, dans le rêve, on peut halluciner sans censure ni tabou et à l'abri du sommeil. Le rêve est donc une hallucination, un moment de délire temporaire et salutaire, car le rêveur est tout entier à lui-même. Centré complètement sur lui-même, c'est très narcissique. La narration du réveil, du rêve au réveil, rêve à réveil, ça va bien ensemble, ou plus tard par le rêveur, qu'il s'agisse d'un récit bien compliqué ou de bribes,
eh bien, ça va aider à activer la pleine conscience sur peut-être des désirs assez secrets. Alors, malgré les attaques successives contre la psychanalyse, Freud reste d'actualité, notamment en ce qui concerne l'interprétation du rêve. C'est un accomplissement de désir inconscient refoulé qui permet au sujet de décharger son énergie libidinale. Le mot libidinal est assez caractéristique puisque Freud avait quand même donné une orientation sexuelle à l'interprétation des rêves, mais on peut aussi penser que ça peut être beaucoup plus simple et moins élaboré. Alors, faire interpréter un rêve n'est pas anodin, c'est un acte psychothérapeutique qu'il faut manier avec circonspection, sans céder à la facilité ou au plaquage de symboles qui ne prennent pas en compte le contexte et la singularité du sujet. Vouloir donner un sens au rêve sans la participation active de la personne est un leurre, voire une escroquerie. Je termine par là, parce qu'il ne faut pas être esclave de ses rêves, et il ne faut surtout pas être esclave de ceux qui interprètent les rêves sans avoir même interprété leurs propres rêves. C'est une affaire sérieuse. Merci beaucoup.